Salut les jeunes, c'est Tisma et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Tisma Show. Alors comme vous l'avez vu, j'étais un petit peu absent parce qu'en fait je passe littéralement mon temps à grind le market. Là il y avait pas mal de petits trucs que je voulais mentionner. Là je tourne cette vidéo actuellement, il est 2h11 du matin à Maurice. Pour vous dire à quel point le grind ne s'arrête jamais en ce moment. J'ai mis en place pas mal de trucs en plus ces derniers temps. J'ai été embauché chez BitMEX pour ceux qui ne connaissent pas. C'était un top, c'est les inventeurs des produits dérivés sur les cryptos. Top Exchange 2007 à 2020. Je suis très honoré de travailler pour eux maintenant en tant que business developer. J'ai placé plusieurs millions de potes. Donc voilà, j'avais pas mal de trucs à faire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Tisma Show. Un peu particulier parce que je vais vous parler de choses que j'ai pas forcément mis en signet sur Twitter. Donc des petites choses par exemple. On va parler déjà de la Frenzy Memecoin sur Solana. Des comparaisons avec ce que j'ai appris des derniers cycles sur justement les grosses bulles comme ça. On parlera également de la probabilité de l'approval des ETF sur Ether. On va regarder deux outils qui nous permettent de mesurer un petit peu le marché. On va regarder un tweet sur la manipulation et le pump and dump qui est un trader, un ancien trader qui était très actif sur Twitter à l'époque. Moi, que je venais de rejoindre Twitter, il était en train de partir. Donc en 2018, Path, donc un mec qui est dans les NFT, qui est très deep en crypto, etc. Un gros OG ancien. Il a réussi à récupérer un ancien PDF de ce trader justement qui explique le pump and dump en fait sur du Dogecoin, et on va revoir un petit coup les claims FTX, où est-ce que nous en sommes, et également l'action que j'avais lancée sur Twitter, où est-ce qu'elle en est. On va voir ça ensemble tout de suite. Ok, alors tout d'abord parlons de la Frenzy Memecoin sur Solana qui est partout actuellement sur Twitter, etc. Il faut savoir que ça fait quelques semaines, voire mois, que les mêmes coins ça dure depuis la grosse hausse stratosphérique de PP. On a du coup une explosion de tout le secteur meme coin qui est en fait un investissement facile pour les débutants parce que c'est ma théorie. Vous arrivez sur une plateforme, vous voyez des centaines de coins, vous vous dites qu'est-ce qui vous parle. Il y a quoi? Il y a Doge, PP. Les deux symboles vous connaissez, c'est des mêmes que vous avez vus sur internet. Donc c'est beaucoup plus simple d'investir là-dedans qu'un coin qui est compliqué à comprendre, etc. Donc pour moi, ça c'est un peu la théorie retail de pourquoi est-ce que les gens se dirigent vers du même coin, et du coup d'où on a cette frenzy actuellement. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une fois que les gros meme coins ont bien explosé, bah, l'argent en fait, il rotate quelque part. Souvent, il rotate dans des beta plays. Donc les beta plays, ça va être ce qu'on appelle, ça va être des tokens qui vont en fait laguer derrière la catégorie. Donc, dans le cas de PP, on a tous les tokens même moins capitalisés qui suivent, voilà, qui récupèrent le momentum. C'est donc parti sur Solana parce que c'est une blockchain qui n'a pas de frais quasiment, donc tu peux gamble comme ça rapidement. Les outils sont accessibles maintenant, etc. Donc, ce qui fait que Solana était un endroit propice pour l'explosion des mèmes. Et en plus, lancer un token sur Solana, c'est extrêmement simple. Ça prend littéralement 5 secondes. Donc, évidemment, les scammers, etc., les gamblers s'en sont donnés à cœur joie. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons trader les mêmes coins comme un gros casino. Donc, cette frenzy d'abord, je vais vous expliquer comment la trader si ça vous intéresse. Je pense honnêtement qu'on est un petit peu en retard. Là, si vous voulez commencer maintenant, vous êtes un peu late. De ce que je vois sur le marché là, commence à devenir du PVP. Je pense qu'il n'y a même plus de nouveaux entrants vraiment, c'est que de l'echo chamber, donc c'est plus de nouveaux entrants, plus de fresh money. Ça devient très compliqué de pick up les bons projets alors qu'avant vous commenciez, tout le monde faisait x5, x10 juste parce que vous foutiez de la thune. Parce que bah, nouveaux entrants, elles se faisaient pas brûler. Mais c'est comme tous les Ponzi, une fois que les nouveaux entrants ils comprennent qu'ils vont se faire fumer et qu'ils sont déjà fumés plusieurs fois, bah, ils réinjectent plus de monnaie. Donc en fait, bah, s'il n'y a pas de nouveaux entrants, bah, les nouveaux Ponzi qui sortent, ils n'ont plus de feu en fait. Il n'y a plus de bois pour alimenter le feu. Après, il y a toujours quelques opportunités. Tout à l'heure, là, j'ai fait un fois, je sais pas combien, j'ai fait 4 sols avec 0,25 de mise. En l'espace de 5 minutes. Alors il y a des strats, il faut trouver un petit peu les bons projets, je vais vous expliquer rapidement. Déjà les outils. Donc premier outil, Dex Tools, donc ça vous permet de rentrer le token, le symbole ou un contrat, et de récupérer la charte. Donc là, c'est la charte de Bohm. Donc ça, c'est le truc le plus aberrant qu'il y a eu ces derniers jours en termes de meme coin. Ce meme coin a fait 0$ à 1,5 milliard de capitalisation, même 1,7 milliard je crois, capitalisation boursière en l'espace de 24-48 heures. Donc c'est un truc, c'est du jamais vu les gars. Franchement c'est du jamais vu. Donc c'est pour ça aussi j'avais seulement bague de Solana à 196 que j'ai call sur Twitter, que j'ai racheté, que j'ai call aussi à 183$, parce que en fait Solana est trop strong, le marché est trop strong. Il avait pas assez d'hommes, je me suis dit bon bah je rebuy, rien d'être out. Mais en fait ça pour moi c'est des top signal. En tout cas dans cette catégorie, voilà, donc c'est pour ça que je me prends ce secteur maintenant avec des pincettes.
même s'il y a toujours des opportunités. Il faut savoir également que ce launch c'était orchestré, hein. Il y a eu listing by BitGet, Binance en 48 heures. Donc ça les gars, c'est une team derrière qui est extrêmement connectée. Il y a ça, je pense que c'est un parmi 1 million de tokens qui fait ce genre de performance, même un parmi 1 milliard plus. Et le mec qui a créé ce token, il avait déjà 50 000 abonnés, il avait fait beaucoup de mèmes très connus dans le milieu. Donc voilà, ça ne m'étonne pas. Beeple, un autre artiste NFT très connu, pendant le launch de ce token, a également mis un NFT. Bref, dinguerie. Donc revenons sur les outils. Les outils, donc ça va être DexTool, ça va être pour voir les, vous voyez, les market cap, liquidité qu'il y a dans la pool, etc. Voilà, toutes les petites métriques, etc. Donc Photon, en fait, vous allez déposer de l'argent sur un wallet que Photon va vous créer. Et ensuite, vous allez pouvoir trier du coup les nouveaux contrats par heure de création. Là, vous voyez, il a été créé il y a 5 secondes. Donc là, vous avez tout qui est ajusté en temps réel. Et là, vous avez des métriques importantes. Donc, mint out disable, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus minter de tokens. LP burn, ça veut dire que les tokens mis dans la liquidity pool pour justement faire les échanges de swap au début. Et burné, ça veut dire qu'il ne peut plus récupérer la pool. C'est-à-dire qu'il met l'argent et après il laisse partir. Là, cette indication pour les top holders, ça veut dire qu'en fait, les 10 top holders ne détiennent pas plus de 15% du supply. Parce que si le top 10 holders détient genre 50% du supply, c'est-à-dire que tu peux te faire dump hardcore dessus. Voilà. Donc ça, c'est des métriques importantes. Les métriques les plus importantes, ça va vraiment être le mint out disabled et le LP. Alors moi, j'ai in en quelques trucs avec le LP qui était pas burn, mais ils avaient des gros comptes Twitter. Et là, je vais venir sur la deuxième strat. Si vous rentrez dedans, si vous décidez de rentrer un truc, parce que là, il y a que du quasiment, il y a que des rugs. Là, vous voyez, par exemple, moins 99% c'est un rug, 99% c'est un rug, 99%. 10 tokens, il y en a genre 5 c'est des rugs. Donc une chance sur deux de tout perdre vos thunes en l'espace de moins de 3 minutes. Donc voilà, ce qu'il faut, ça va être de cliquer, regarder les comptes Twitter. Donc il faut, moi j'ai in tout à l'heure sur un projet qui avait 30 000 abonnés. Et c'est là où j'ai fait mes 4 sols, là, un peu plus, même 5 sols. Bon, j'ai perdu un petit peu sur d'autres projets, je suis à plus 3 sols, un truc comme ça. Donc ce tool est important à utiliser. Là après, vous voulez acheter, vous cliquez dessus, vous allez dans Quick Buy, vous pouvez se faire des settings, vous pouvez changer vos buys, etc. ici. La Quick Buy dissolve, vous balancez et ça part. Et après, celle, pareil. Faut pas hésiter à prioritifier à mettre 2 ou 3 fois pour que ça passe plus vite. Et le slippage assez élevé parce que vous voyez les mèches elles font genre 20% donc juste pour in. Mais vraiment je vous déconseille de in à part s'il y a beaucoup de followers sur Twitter parce qu'au final c'est un jeu de qui va être le plus rapide et quel projet a le plus de visibilité. Les projets qui prennent c'est parce qu'ils ont la visibilité. Là vous êtes juste en train de vous faire de la compétition avec les mecs qui ont des bots et ça va être celui qui va sell sur la chaise musicale en dernier. Donc là c'est complètement de la chaise musicale sauf si les projets ont des gros Twitter derrière parce que là vous aurez de la visibilité et des gens non sophistiqués entre guillemets qui vont venir acheter vos bags une fois que la première pump sera passée. Parce que la première pump, la première minute, c'est que de qui va rester en dernier et TP en dernier. C'est vraiment que ça. Donc ça, c'est comme toutes les hypes crypto, c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir les mecs qui vont avoir des outils. Au début, bah, les gens se font de la thune, ça devient un peu célèbre sur Twitter. On commence à s'y intéresser. On se fait tous pas mal de thunes, enfin pour les premiers. Et ensuite, ceux qui commencent à vraiment se dire bon ok j'y vais, on est un peu late. Et là c'est de la compétition, voilà, il faut vraiment pas être le dernier in, il faut vraiment regarder sur des trucs. Mais ça se fait encore, genre là comme dit, là j'ai fait des gros multiples facilement. Mais c'est toujours le même principe en crypto les gars, c'est toujours des Ponzi. Il faut être les premiers dedans, c'est une chaise musicale et il y en a quelques-uns qui gigapètent et qui vont peut-être rester un peu plus longtemps. Mais c'est tout des Ponzi les mecs. Les NFT c'est pareil. Les NFT c'était pareil. Au début c'était pas, personne n'était sophistiqué au début pour les NFT. Au bout d'un moment les gens front-runnaient. Les gens qui passaient par des sites, on était sur du 3000, 4000, 10 000 dollars juste pour les frais de transaction. Hein. Otherside et tout. Otherside c'était le top, le pic je crois du bull market. Otherside c'était des mints à genre 100 000 balles de frais de transaction les gars. Vous vous rendez pas compte du délire mais 100 000 balles juste burn dans la transaction pour passer quoi. Pour front run tout le monde. Et ça bah, en gros après au fur et à mesure des mois le marché est devenu de plus en plus sophistiqué. Après je dirais 4-5 mois. C'était plus rentable de traiter les NFT parce que bah, les gens, ils achetaient, ils se faisaient burn, ils partaient et il n'y avait plus de nouveaux entrants, donc le Ponzi était mort. Les cryptos, ça me fume parce que c'est tout le temps la même chose, tout le temps pareil. Là, pareil, nouveau Ponzi, mais tant qu'il y a de nouveaux entrants, les gars, on déguise le Ponzi dans un nouveau truc et il y a de nouveaux entrants et ça marche, tu vois. Donc il faut juste être early dans les trends, c'est des chaises musicales qui se retransforment, qui se rebrandent dans nouveaux jeux à chaque fois. T'es un peu smart, tu peux faire des thunes facilement. Faites-le, mais à vos propres risques évidemment.
Mettez pas trop de thunes, genre vraiment mettez un tout petit peu de capital, genre léger pour le fun. C'est plus du casino. Ensuite, parlons des ETF maintenant. Alors les ETF ETH, est-ce qu'ils vont sortir ou pas? Perso, je pense que les chances sont encore assez faibles. Enfin, elles sont pas faibles, mais c'est pas comme du Bitcoin. Tu vois, Bitcoin, on est à 90% sûr que ça passe. L'Ether, il y a quand même même si c'est controversé, il y a quand même une probabilité non nulle pour qu'en fait on soit reconverti en securities pour ETH. Enfin, c'est pas clair encore ce truc. Et le market est de mon avis. Donc, si on va sur Polymarkets par exemple, donc Polymarket évalue à 32% de chance l'approval de l'ETF par sa première deadline, je crois, qui est celui de ARK, qui est du coup le 31 mai. 32% de chance, donc très faible. On peut corréler ça aussi avec le THE de Grayscale. Ça va nous permettre en fait de voir combien se vend le THE, donc la part du fonds de Grayscale de l'ETHE Ethereum Trust. Et donc là, on voit qu'il est tradé à moins 16%. Donc si le marché il estime que l'ETF va être approuvé, le THE va trend le premium pardon, de l'ETHE va trend vers le 0$, le 0%, parce qu'en gros il va être converti en ETF. Donc ça veut dire qu'on pourra convertir un ETHE en Ether. Donc tout ça, ça veut dire que si le marché, plus le premium drop ou devient un discount, plus le marché estime que les chances sont faibles d'avoir un ETF. Donc là, vous voyez, c'était bien remonté. Et là, ça redrop. Là, et le drop est assez violent. Donc, est-ce que quelqu'un sait quelque chose ou pas? J'avoue, je sais pas trop. Donc, on va voir. Voilà, c'est des métriques pour voir ce que le marché pense du lancement du coup des ETF, de l'approval. J'aurais dit 50-50, moi. J'aurais pas dit 32. J'aurais dit 50-50. On va retourner maintenant sur Twitter et parler du coup de la manipulation qui a été faite par le trader Wolong en 2014 sur le Doge, voilà, et qui a été mis en avant par Cryptopathic, donc qui est un OG de chez OG. Le mec, lui, il a tout fait, c'est un boss. Pour lui, c'est vraiment un boss. Quand tu tweets, il est pas là pour raconter de la merde. Et en gros, donc ce qu'il dit, c'est que début 2024, il y a un trader qui s'appelait Wolong qui a créé une des premières pump and dump en manipulant le prix du Dogecoin et ensuite écrit le PDF god.pdf qui expliquait en fait ses actions. Path nous sort l'image la plus marquante du PDF, la partie la plus marquante du PDF, où il dit que maintenant venez la partie avec l'équipe jamaïcaine de bobsleigh. Et donc c'était un timing parfait pour plusieurs whales et lui. Ils se sont signalés à travers des modifications de l'order book en faisant des fake calls d'achat et de vente. C'était une test pump. Et ils voulaient voir en fait comment la communauté du Dogecoin allait réagir et est-ce qu'ils étaient suffisamment naïfs pour croire que c'était la publicité faite par la team de bobsleigh de Jamaïque qui avait fait pump le Dogecoin. Et ce qu'il explique, c'est qu'en fait, donc la team de bobsleigh a effectivement ramené de la valeur et de la visibilité au Dogecoin, mais les gens confondent tout le temps le prix et la valeur. Ce qu'ils disent, c'est que avoir de la valeur, ça ne signifie pas avoir un prix. Et avoir un prix élevé ne signifie pas que ça a de la valeur. Dans le monde de la manipulation, ils ont utilisé les news, les réseaux sociaux à leur avantage. Et ils avaient raison, c'est que en faisant pump le prix, la communauté a accordé ça à la visibilité que la team de bobsleigh Jamaïque leur a apporté. Et c'était ce qu'ils voulaient en fait. Les gens en fait, ils vont toujours accepter une chose qui les conforte dans leur billet. Dans le sens où bah là ils ont vu le prix qui est monté et du coup ils se sont dit ah bah ce qui a apporté ça c'est en fait la visibilité via la team du bobsleigh Jamaïque. Alors qu'en fait pas du tout, c'était juste complètement de la manipulation et les gens ont attribué ça du coup à une publicité, à une visibilité et donc voilà à ce que la bobsleigh team a amené de la value. Et alors que c'était pas le cas. Et en fait ça c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est pas parce que le BOM il a 1,7 milliard maintenant que des tokens qui sont out of nowhere explosent et valent cher, qu'ils ont forcément de la valeur derrière. Et ça veut pas, et c'est pas pour ça qu'ils vont pas retourner à zéro. Les gens en fait, ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent pour expliquer une potentielle modification du prix. Donc si c'est monté, bah c'était parce que machin a acheté. Si c'est descendu, c'est parce que machin a été en banqueroute et il a dû vendre. Et la conclusion du coup de cet article, c'est qu'il y a énormément de nouvelles méta, comme la méta des memecoins par exemple, ou d'autres méta, qui sont forcées en fait parce qu'il y a un parti derrière qui injecte leur propre liquidité, etc. pour faire exploser la valeur, enfin le prix, pour en fait donner une perception de valeur aux gens de l'écosystème. Et honnêtement, par exemple, quand je pense au coin AI, c'est ça qui me saute aux yeux en fait, c'est que 90% des coins AI ne servent strictement à rien. Ce prix augmente, donc les gens
donne de la valeur à ces tokens. Mais le truc, c'est que si cette valeur perçue ne dépend que du prix du token, dès que le prix va commencer à reverse, et bah cette valeur perçue va diminuer. Et donc, c'est pour ça qu'on a des gros spams comme ça et ça redonne comme ça. Et je peux vous garantir qu'il y a énormément de coins AI, plein de trucs comme ça qui vont drop à quasiment zéro parce qu'ils ne servent littéralement à rien. Voilà. Et ça, ce qui m'attriste souvent en crypto-monnaie, c'est que souvent, ça ne sert à rien. Et si vous voulez des investissements, des bons investissements, vous donner un conseil, c'est d'investir que dans ce que vous utilisez. Déjà, ce sera un très bon point. Parce que ça veut dire qu'au moins, si vous utilisez ce token pour faire des trucs, au moins il a de la valeur qui ne réside pas dans son prix. D'accord? Qui ne réside pas dans son prix parce que vous savez et vous l'utilisez. C'est pour ça que moi, perso, je suis que des grosses caps, genre BTC, Ether, Solana, parce que c'est des trucs que j'utilise. BTC, j'utilise en store of value pour sa caractéristique d'être juste OG, d'être le premier, d'être 21 millions, d'avoir le plus d'inflow. Ether parce que je l'ai énormément utilisé, j'utilise moins actuellement, mais je suis encore pour patauger et acheter d'autres trucs. Solana parce que j'utilise pour la Gamble Finance, Gamble Fee, les gars, genre là, acheter des shitcoins, bah c'est une utilité, même si c'est une utilité de merde, c'est une utilité. Et après, on peut spin up plein de choses sur Solana. C'est des choses dans lesquelles j'ai beaucoup de convictions et j'ai facilement des convictions pour le haut long terme. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important à mon sens. Et après, bon, j'ai quand même des bagues un peu claquées, tu vois, mais genre Flux, j'ai des petits altcoins comme ça aussi. Petits trucs où je mets des billes comme ça pour parier parce que je me dis je vais ride un peu la trend. Mais en fait, le truc, c'est que je sais que par exemple, si j'achète du PP, bah si ça commence à reverse, je n'aurai aucune conviction de garder ce truc. Voilà, tout simplement parce que je sais que ça va retrend fort à la baisse. Donc ça, c'était la petite aparté sur la différence entre le prix et la valeur perçue et comment les gens en fait vont toujours inventer une raison pour justifier un prix élevé. Et maintenant, je vais terminer avec les claims d'FTX. Alors, où en sommes-nous? Alors, j'avais fait un tweet sur Twitter à propos justement des claims et d'un achat potentiel groupé. Sauf qu'en fait, avec le hausse du prix de la claim, donc on pouvait, avec notre achat, j'avais levé plus ou moins 1,5 million. Le claim groupé aurait pu aboutir. Le problème, c'est que bah, on aurait touché, à l'époque, c'était, je crois, j'avais négocié à 76%. Mais là, les prix ont explosé, sont stratosphériques par rapport à la dernière négociation qui date d'il y a peut-être 1-2 mois. Aujourd'hui, on est sûr d'avoir quasiment un 100% de claim back. Donc c'est énorme. Le truc, c'est que actuellement, vu des prix du Bitcoin et de l'Ether, je me vois pas all-in ma claim et quoi, et gratter 30%. Enfin, c'est pas worth. Je pense que c'est plus worth maintenant, vu le prix du marché, de recover un 100% de claim. Sachant que en plus, ce qu'il se passe, c'est que les rachats de claims de 7 chiffres sont actuellement à 97%, 95%. Donc ça veut dire, in fine, que les gens, les acheteurs de claims, espèrent un rendement qui sera supérieur à 100%. Ça veut dire que là, probablement FTX va rembourser à plus de 100%. Donc on va peut-être avoir genre 115, 120%, parce qu'il faut savoir qu'avec l'explosion des prix des crypto-monnaies, en petition date, donc c'est-à-dire à la date de banqueroute d'FTX, nos claims donc, sont tellement faibles par rapport aux cryptos détenus qu'en fait, bah, nos claims, ils ont largement plus de thunes dans les states que ce qu'ils nous doivent tout simplement. Donc actuellement, il y a pas mal de procès en cours, dont un que j'ai mis en avant sur Twitter. N'hésitez pas à me follow, je vous mets le lien dans la description si ce n'est pas déjà le cas, parce que je poste plein d'updates, etc. sur le marché. Et j'avais posté justement le site du class action lawsuit de Sunny Trades, qui a fait un gros procès justement à FTX pour que nos claims soient réévalués, non pas à petition date, mais elles soient évaluées au cours du jour en crypto-monnaie. Une énorme avancée, sachant que l'estate maintenant a beaucoup plus d'argent. Donc pour tous les gens qui ont des claims en crypto comme moi, c'est extrêmement avantageux évidemment. Je mettrai un lien dans la description s'il y a encore l'action à faire, si ça vous intéresse de participer à cette action. Et donc pourquoi en fait je peux estimer que les acheteurs qui achètent à 95% pensent qu'on va avoir plus de 100%, c'est parce que tout simplement, s'ils voulaient juste 5% de rendement, ils achèteraient des bons du trésor américain qui sont actuellement à 4%, 4-5%. Alors que quand tu achètes une claim, tu prends le risque qu'il y ait de la fraude, tu prends le risque que tu attendes 3, 4, 5 ans avant d'être remboursé. Donc ça veut dire que plus il y a de temps pour être remboursé, plus ton ROI diminue. Donc là, ça veut dire que techniquement, soit ils pensent qu'on va être remboursé dans la totalité d'ici quelques mois. Donc ça justifierait d'avoir 5% sur 6-7 mois. Mais par contre, sinon, c'est pas justifié. Si c'est plus d'un an, c'est pas justifié parce qu'ils achèteraient du coup des bons. Donc ça veut dire qu'ils estiment à plus de 100% la recovery. Voilà, donc c'était le point FTX. Et sur ce, je pense que je vais me coucher. Il est 2h48 du matin. Je suis très content d'avoir fait ce petit smash, d'avoir pu communiquer un petit peu
d'une manière différente que ce que je fais d'habitude sur Twitter. Je vous dis à très bientôt. Je mets tous mes liens dans ma description, Discord, Twitter. Allez checker si ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ou ailleurs. À plus. Ciao.